Salut tout le monde! Pour présenter les différentes nations qui vont jouer la Coupe du Monde, je suis parti à la rencontre de supporters qui pourront me parler en détail de leur équipe, de leur rapport à leur sélection, à leurs attentes pour celle-ci. On essaie de pousser au maximum l'analyse. Ayant marqué l'histoire il y a 4 ans, devenant la première sélection africaine dans le dernier carré d'une Coupe du Monde, le Maroc sera encore à surveiller pour ce mondial 2026. Avec un changement de coach et un mélange entre jeunesse et expérience, les Lions de l'Atlas seront ambitieux. Bonne écoute à vous. Bon, salut à toi, je te remercie de te prêter au jeu de l'interview. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Un grand merci Lucas pour l'interview. Donc je me présente Boateng Débrief. Voilà, je suis TikToker et YouTuber principalement sur le Barça, mais vu que je suis aussi d'origine marocaine, ben, aussi sur le Maroc. Et donc voilà, je suis un grand passionné de football et un fervent supporter de mon équipe nationale qui est Al Watan Al Wathani El Maghrebi. Le Maroc pour les gens qui ne sont pas arabophones. Désolé, ouais. J'ai envie de revenir avec toi pour commencer sur un petit point historique du Maroc en Coupe du Monde, parce que malgré tout, le Maroc, c'est une nation qui va faire sa 7e Coupe du Monde, mais c'est une équipe qui a eu son heure de gloire quand même, une des premières équipes africaines à avoir leur heure de gloire en Coupe du Monde. Je te laisse t'exprimer là-dessus avant qu'on parle d'époques plus récentes. Bah oui, on a quand même en 86 qui est une étape extraordinaire pour le football africain où le Maroc est la première équipe d'Afrique à sortir des poules avec une victoire extraordinaire contre le Portugal. Je ne l'ai pas connu, bien évidemment, j'étais pas né, c'était 10 ans avant ma naissance, mais mon père, lui qui n'est pas un grand passionné de football, s'en rappelle de cette épopée, c'était quelque chose d'extraordinaire, surtout qu'en plus, bah, petite anecdote, vu qu'on est belgo-marocain, bah, en Belgique, la Belgique arrive en demi-finale de Coupe du Monde, donc c'était vraiment un engouement total, mais on avait des grands joueurs et surtout, bah, on avait un très très grand gardien comme Badou Saki, qui était le meilleur gardien africain à ce moment-là et qui nous a permis de c'était une telle épopée, mais ça a été, on pensait que c'était le début d'une grande histoire pour le football marocain. Ça a été plus compliqué pour ce qui a suivi, mais voilà, oui, ça a été le plus gros exploit de football africain qui est né à ce moment-là en 86. Oui, oui, parce que vous faites plusieurs Coupes du Monde par la suite, jusqu'en 98. S'ensuit une période un peu de disette, où vous êtes une vingtaine d'années sans Coupe du Monde. Et même, j'ai l'impression que le Maroc perd un peu sa place dans la hiérarchie des grandes équipes africaines, à part la finale de Cannes en 2004. Ah oui, oui, non, non, totalement, totalement. Honnêtement, la dernière Coupe du Monde avant celle de 2018 remonte à 98, 98 pour vous les Français, où ben, on est sur un paradoxe par rapport à cette poule qu'on a en 2026, où on a l'Écosse et le Brésil. On avait l'Écosse et le Brésil et la Norvège. Là maintenant, on a Haïti, où on sort avec un match nul contre la Norvège, une défaite contre le Brésil, une victoire contre l'Écosse. On se dit que le Brésil va battre la Norvège, on va passer. Catastrophe. La Norvège gagne contre le Brésil. Voilà, on ne rentrera pas dans les états de corruption ou autre, peu importe, ou de complot, on n'est pas là-dedans. Voilà. Et on se dit qu'il va y avoir une continuité, mais tout le contraire. Pendant 20 ans, le Maroc ne va pas en Coupe du Monde. Le Maroc même ne se qualifie même plus à la CAN, à part en 2004 où ils arrivent en finale. En 2010, on passe à travers face à la Tunisie. En 2006 aussi. Donc, et je me rappelle surtout de 2014 où on perd 3-1 contre la Tanzanie, un match qu'on ne doit jamais perdre là-bas parce qu'on est dans une poule très difficile avec celle de la Côte d'Ivoire, avec les grands Drogba, les grands Yaya Touré, Kolo Touré, Gervinho, enfin les Cheikh Tioté, vraiment une équipe incroyable sur laquelle tu n'as pas droit à l'erreur, qui eux ont l'habitude d'aller en Coupe du Monde, ils ont l'habitude du football africain, et tu perds des matchs que tu ne dois jamais perdre, surtout que tu ne t'adaptes pas à ce football africain, l'équipe que tu sors n'est pas bonne, pourtant tu as des coachs qui arrivent, tu vois, je pense à Eric Guéret en 2010, qui nous permet d'avoir une grande victoire contre l'Algérie en 2011, où ça a été un choc pour nous le Marocains, on arrive en 2012, on se dit qu'on va faire une grande CAN, on se fait ridiculiser par la Tunisie et le Gabon, ça se suit en 2013, et puis après 2015, on ne participe pas à la CAN parce qu'il y a Ebola, donc on ne l'organise pas. 2007, il y a de l'espoir avec Hervé Renard pour arriver après en 2018. Donc oui, on a beaucoup souffert avec cette équipe nationale, mais voilà, on est toujours resté présent et ça fait partie de notre histoire et du gros parcours Mhm. qui s'est offert à nous. Oui, et il y a eu un retour en 2018 où le Maroc ne sort pas des poules, mais la poule est très compliquée. Le Maroc laisse une plutôt bonne impression. Et il y a surtout 4 ans plus tard, on disait que le Maroc a marqué l'histoire de l'Afrique en Coupe du Monde, encore plus lors de cette Coupe du Monde. Ah oui, non, totalement. Déjà 2018, le fait. 2018, c'était ma première Coupe du Monde en 98-98, j'avais que 2 ans, donc je ne l'ai pas connue. Donc, déjà, célébrer une Coupe du Monde, c'était quelque chose d'extraordinaire, se qualifier en Coupe du Monde. Et habitant en Belgique et à Bruxelles, c'était la fête dans tout Bruxelles. Pour vous dire, même la police comprenait pas ce qui se passait, tellement c'était quelque chose d'extraordinaire de voir le Maroc en Coupe du Monde, pour vous dire d'où on vient quand même. Et 2018, oui, comme tu dis,
on a ce match contre l'Iran où, bien évidemment, on sait que l'Iran, c'est une équipe très défensive. On l'avait vu durant la Coupe du Monde 14, donc on savait qu'il fallait s'en méfier. On pensait pas à un tel scénario avec un autobut à la dernière seconde. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Mais contre le Portugal, on laisse une très bonne impression, mais c'est malheureusement une défaite qui est synonyme d'élimination. Un match extraordinaire face à l'Espagne, qui est l'un des favoris, où on mène au score, on remène au score une deuxième fois avec Enesiri, où on se dit on va avoir notre première victoire depuis 20 ans. Malheureusement, ben, on part sur un nul à la fin. Et, et oui, il y a énormément de boulot qui est fait, malgré qu'il y a le désarroi de la CAN 2019 face au Bénin, 2021 avec Vaïd. Enfin voilà, il y a tout le travail qui a été fait pour arriver en 2022, où on n'a pas une poule facile encore, avec la Belgique et la Croatie, ainsi que le Canada, qui est une équipe montante en Amérique du Nord. Mais la finalité, elle est incroyable. Malgré qu'on ait eu l'Espagne et le Portugal, on est la première équipe d'Afrique allant en demi-finale de Coupe du Monde. Et petite anecdote, j'ai des screens qui montrent que j'avais dit que le Maroc serait la première équipe d'Afrique en demi-finale de Coupe du Monde. Et Dieu m'a donné raison. Et ça permet d'amorcer la transition sur ce qui s'est passé depuis ces 4 dernières années. Parce que dans le foot africain, il y a eu notamment deux CAN. Et aussi deux CAN qui ont été... Il n'y a pas eu de continuité, on va dire. Parce que lors de la CAN 2023, la qualification, elle est assez anecdotique avec l'Afrique du Sud, le Libéria et le Zimbabwe qui déclarent forfait. Mais il y a aussi ce premier tour où vous vous inclinez dès les huitièmes de finale contre l'Afrique du Sud et vous faites dominer dans les grandes largeurs contre l'Afrique du Sud. Ce qui a été, je pense, vu comme une déception du côté du Maroc, de dire on est en demi-finale de Coupe du Monde. Il y a une disette à la CAN depuis une cinquantaine d'années. Le Maroc faisait partie des favoris et il y a eu la déception qui tombe avec cette défaite contre l'Afrique du Sud. Bah oui, totalement, sachant qu'en plus, bah, tu sors d'une demi-finale de Coupe du Monde, tu joues le Brésil en match amical où tu gagnes 2-1 avec un très beau match. Donc tu es sur une réelle continuité, mais le problème qui s'est passé, c'est qu'on sait très bien, nous en tant qu'Africains, le football africain n'a rien à voir avec le football mondial ou les autres types de sports continentaux comme le football européen, asiatique ou autre. Chaque sport continental a sa particularité. Le football africain, c'est le football africain. Donc le problème, c'est qu'on voit qu'à travers les matchs amicaux, à travers les matchs de qualification pour la CAN, à travers les matchs de qualification Coupe du Monde, on voit que le Maroc n'arrive pas à s'adapter réellement au football africain. Et on le voit avec le match amical contre la Côte d'Ivoire, on perd 1-0, on arrive à égaliser à la dernière minute avec un but d'El Kabi. Et on sent que dès que le Maroc joue contre des équipes africaines qui tentent le jeu, qui mettent un pressing envers le Maroc a du mal. Et ça s'est confirmé dès les phases de poule contre la Tanzanie. Ben, c'était assez alarmant. On arrive à gagner 3-0, mais avant le rouge, c'était pas très très rassurant. Mm. On tombe après contre le Congo qui nous fait énormément de mal, mais vraiment, ils ont un penalty qui est raté. On arrive à marquer avec Hakimi, mais ils arrivent à égaliser. Et ils sont à deux doigts de prendre la victoire. Ils étaient pas loin. Contre la Zambie, ben, on a des blessés autres. On arrive à se rassurer, à gagner 1-0. Mais l'Afrique du Sud, qui était une très belle équipe avec énormément de joueurs locaux, a joué son jeu, a énormément pressé, nous a mis un pressing. Malheureusement, aussi, le Maroc, autant défensivement, était très solide, mais offensivement, n'a pas proposé grand-chose. Il a raté énormément. J'ai l'image des actions de Enesiri ainsi que de Adli. Et dans ce genre de compétition, ça se paye cash. Et oui, ça a été une grosse désillusion en 2023 où on exigeait au minimum une demi-finale après cette demi-finale de Coupe du Monde, ce qui nous semblait être dans la continuité avec le noyau qu'on avait, avec le travail qui a été fait en interne, avec les autres catégories qui gagnaient. On estimait qu'on devait au moins aller en demi-finale de la CAN. Oui, bien sûr. Et pourtant, il n'y a pas eu de remise en question de Walid Regragui. En tout cas, il n'a pas été licencié. Il a continué son chemin. Il était là également lors de la CAN 2025, qui là est beaucoup mieux parce qu'il y a une finale, littéralement. On ne dira pas pour des raisons administratives de gagner ou perdu. Je préfère qu'on reste sur le sportif et dire que le Maroc s'est incliné en prolongation, peut-être. Pas de On va- problème, non, non, je comprends totalement, pas de souci, on on va- commentera pas. D'un point de vue extérieur, je peux comprendre. Nous, en tant que Marocains, mais évidemment, c'est différent. Mais oui, pour répondre à ta question, c'est vrai que, ou je sais pas si tu avais d'autres points à ajouter sur ta Non, non, question. je te laisse exprimer. Parce que, Bah, on est passé littéralement, entre guillemets, d'une grosse désillusion au fait que le Maroc presque touche du doigt son rêve. Enfin, oui, non, non, totalement. Mais c'est vrai que mais tu as apporté un très, très gros point, c'est la non-remise en question de Regragui. Et Regragui, autant est arrivé avec énormément de modestie durant cette Coupe du Monde et nous a fait part de son délonia qui est allons-y avec sincérité, il faut y croire. Et c'est cette modestie qu'on a rejetée durant la Coupe du Monde qui nous a fait énormément de bien. Mais après être revenu de cette Coupe du Monde et après, après la CAN, après certains matchs où c'était une critique par rapport au style de jeu et la non-adaptation de Grégory au football africain, on remarquait que dans les conférences de presse, bah, certains disent, et ce que Belma disait, dans le sens qu'il a connu il a connu le sacre, il a connu la victoire, et se mettait énormément de pression
par rapport aux journalistes, par rapport à des faits de jeu autres, et on le ressentait, au lieu qu'il n'y avait pas de raison. Oui, le Maroc gagnait, oui, le Maroc n'a pas fait une bonne CAN, mais Regragui, on savait très bien qu'il devait s'adapter au football africain. Après, certes, oui, on arrive dans cette CAN où on n'est pas du tout confiant, pour certains. En tout cas, moi, je fais partie de l'équipe qui n'était pas du tout confiant pour cette CAN. Pas parce qu'on est nul ou autre, loin de là. Je sais qu'on a une bonne équipe, mais le football qu'on propose n'est pas assez face au football africain qui monte en puissance, à l'image de la Côte d'Ivoire, à l'image du Sénégal, à l'image de l'Égypte, à l'image de l'Algérie, de la Tunisie. Enfin, on a énormément d'équipes qui proposent du beau jeu et qui proposent un tel niveau qu'on a pu voir qui repart de la Coupe du Monde, qu'il fallait élever notre niveau, et ça, on ne l'a pas fait. Certes, dans cette Coupe du Monde, enfin dans cette CAN, autant pour moi, on bat les Comores avec pas un jeu très rassurant, mais tu es chez toi, donc c'est beaucoup plus facile. Qu'on le Mali, on sent que voilà, c'est bien compliqué. Qu'on le Zambie, tu te rassures. Tanzanie, c'est 1-0, mais tu es pas loin d'un penalty qui doit être sifflé, que Massina provoque, qui n'est pas sifflé du tout, donc on pourrait arriver à la catastrophe. On arrive après, on se rassure un peu plus avec le Cameroun pour battre le Nigeria au tir au but. Et puis cette finale, malheureusement, tu as eu des occasions, bien évidemment, pour gagner ce match, mais tu as eu surtout un grand Bounou qui a permis de déjouer cette équipe sénégalaise qui, je trouve, malgré toutes les critiques, malgré tout ce qui s'est passé, on reste vraiment purement sur l'aspect sportif, a montré qu'ils voulaient gagner cette CAN et qu'ils étaient des grands favoris. Ce qu'on a un peu moins montré durant ce match, et on tombe sur une autre désillusion à ce moment-là, au jour J, hein, pas à l'heure actuelle, mais le jour du 18 janvier 2026, j'étais au Maroc, c'était le pire événement que j'ai vécu de ma vie, honnêtement. À ce moment-là, tu t'es fait écraser totalement. Voilà, on s'est fait écraser. Et cette équipe du Sénégal, nous a mis face à nos responsabilités et sur le fait qu'il y avait énormément de boulot en Afrique pour pouvoir gagner une CAN. Bien sûr. J'avais presque oublié les qualifications du Maroc pour la Coupe du Monde de 2026 avec la Zambie, le Niger, la Tanzanie et le Congo-Brazzaville parce que l'Érythrée a fait forfait général. Ouais. Est-ce que c'est des matchs où tu peux te dire le Maroc, Regragui ou autres en ont tiré des leçons ou c'était des matchs où l'écart de niveau était peut-être un peu grand pour vraiment pour se jauger? Mais c'est totalement ça, non? Tu as bien soulevé le point sur le fait que le Maroc était beaucoup trop supérieur à toutes les équipes. À la rigueur, peut-être le match aller contre la Zambie, où il y a eu quand même de l'adversité. Et c'est là où ça devenait comme assez inquiétant, parce que la Zambie n'était pas la grande Zambie de 2012, hein. Mais on voyait dès le moment qu'une équipe africaine ou n'importe quelle équipe nous mettait un peu d'adversité, le Maroc se mettait plus dans la difficulté qu'autre chose, mais arrivait quand même à gagner ses matchs. Donc oui, le problème, c'est que nous, on voulait de gros adversaires africains pour préparer cette CAN, pour jauger le niveau du Maroc, savoir où ils en sont, tout simplement. Est-ce qu'ils peuvent assumer des grosses équipes? Et malheureusement, ben, on a dû attendre la CAN pour cela. Ce qui, pour moi, était un mauvais plan, surtout quand tu reçois la CAN chez toi, que tu as été demi-finaliste de Coupe du Monde, que tu es un favori, tu aurais dû te préparer au mieux. Bien sûr. Bah, cette défaite, je mets des guillemets pour rester sur l'angle sportif, elle cause en partie le départ de Regragui? C'est plus compliqué que cela. Oui, Regragui, oui, je pense que c'est ce qui a provoqué, oui, qui a vraiment clôturé le parcours de Regragui avec le Maroc. Il espérait, comme il avait dit, si c'était pas finale minimum, il partait de lui-même. Il arrivait en finale, il n'est pas parti. Il avait même dit pour la CAN 2023, s'il n'arrivait pas en demi-finale, il partait. On voulait qu'il reste, il est resté. Voilà, ça a provoqué son départ, mais c'était plus possible. Il y avait une friction avec le peuple et ah bah voilà, même si les joueurs l'aimaient énormément, pour nous en tant que supporters, ce n'était plus possible. Surtout vu le vivier de talent qu'on a, c'est, j'estime, la meilleure ère du football marocain et il fallait saisir l'occasion d'aller prendre une CAN. Tu étais à domicile, tu avais tout qui était mis en œuvre pour la prendre. Sur le coup, je dis bien sur le coup, tu ne l'as pas fait. Ça s'est payé cash pour moi sur le parcours de Regragui avec l'équipe nationale du Maroc. oui, oui. Bah, il y a eu un remplaçant qui est Mohamed Ouabi, qui était adjoint, si j'ai pas de bêtises, de Regragui ou sélectionneur de jeunes. Non, il était sélectionneur de la CAN des U20. Il avait gagné il a gagné la Coupe La du Coupe Monde du des Monde du 20 U20. avec Gessim Yassine notamment, oui, exact. C'est ça. Et donc, oui, je voulais venir avec toi. Donc, ce ne sera pas Regragui qui sera à la Coupe du Monde, ce sera Ouabi. Est-ce que c'est un choix que tu considères risqué, toi, de changer d'entraîneur à 3 mois d'une Coupe du Monde?
Risqué, bien évidemment. Après, on l'a fait que Vaïd pour Regragui. Bon, pour Vaïd, on n'avait pas le choix parce que ce n'était pas possible. Et que l'entraîneur dit, moi, mon objectif, enfin, n'espérez même pas passer les poules. Oui, non, il faut changer. Donc voilà. Et le jeu développé par Vaïd Halilovic n'était pas bon du tout, ainsi que beaucoup de joueurs qui étaient mis sur le côté. Mais le problème, quand un coach ne veut plus rester, est-ce que c'est bon de le garder ou pas? Maintenant, Bon. il fallait partir directement après la CAN parce que là, on a perdu énormément de temps et surtout que chaque mois est précieux pour la préparation d'une Coupe du Monde. Donc, si oui, ça a été, il fallait qu'il parte, mais plus tôt. C'est ça le problème. Il fallait qu'il parte beaucoup plus tôt. Et le problème, c'est qu'Ouahabi n'a n'a pas eu d'équipe professionnelle pour le moment. Sa première équipe professionnelle. Il fait du très bon travail. C'est un très beau tacticien. Le jeu qu'il a développé et que les U20 étaient magnifiques à voir et très impressionnant, sachant qu'il est arrivé au sacre final. Mais se dire que ta première expérience professionnelle avec des joueurs d'équipe première, c'est pour une Coupe du Monde, d'une équipe qui ressort du demi-finale de Coupe du Monde, c'est un pari très risqué. Et oui, il y avait Sektiwi qui était aussi dans l'équation voilà, pour prendre les rênes de l'équipe nationale. Bien sûr. Est-ce que il a coaché lors de la dernière trêve internationale? Est-ce que contre les matchs contre l'Équateur et le Paraguay, est-ce que tu as vu des changements par rapport à Gragui, que ce soit au niveau de la liste ou que ce soit au niveau des schémas, ou tu as senti une certaine continuité? Au niveau de la liste, oui, ben, il y a eu la surprise d'Issa Diop, voilà, qui a fait énormément de bruit au niveau du côté marocain. Des jeunes qui ont été sélectionnés, comme Jamsine Yassine, Zabiri, qui méritent du temps de jeu, honnêtement. On a vu aussi quelques tests. Les matchs amicaux servent à ça. Nous, c'est ce qu'on a toujours chez Regragui, c'est sur des matchs amicaux qui étaient très faciles, comme l'Ouganda ou Mozambique, ou autre, de rester sur son équipe première et ne jamais faire des tests de joueurs pour voir ce qu'ils valent en équipe nationale. Parce que le football en club et le football en équipe nationale, bien évidemment, c'est deux sports différents, on le sait très bien. On a déjà vu des joueurs vraiment performer en équipe nationale, mais pas en club et vice-versa. Donc, c'est ce qu'il y a, c'est que il fait énormément de tests. J'ai trouvé le jeu beaucoup plus attractif avec cette équipe du Maroc. J'ai bien aimé, même si je trouve qu'on retrouve une certaine fébrilité défensive, mais ce n'est pas de sa faute. J'estime c'est surtout le travail de Regragui et sur la fin d'un chapitre avec Saïs qui s'en va, Aguerd qui est blessé, donc où il faut remodeler tout cela. Mais c'est très encourageant. C'est très encourageant. La seule chose qui fait douter, c'est le timing. Ok, oui. Tu parlais de l'affectif et l'arrivée, entre guillemets, de nouveaux, notamment Issa Diop, Guessem Yassine, etc., etc. Est-ce que tu penses que dans la liste ou dans l'effectif, même par extension, tu pourrais avoir quelques joueurs où tu te dis qu'ils n'auraient pas été appelés sur les Gragui? Oui, 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 totalement, hein. Je pense, on espère tous que El Hilali sera sélectionné, lui qui joue en l'Espagnol de Barcelone et qui est titulaire indiscutable. Donc, il joue contre des Barcelone. Et cette semaine, il joue contre le Real Madrid. Donc, oui, on espère qu'il sera sélectionné. Je pense que Wahabi fera les bons choix. En tout cas, on le voit déjà au niveau des jeunes. Il fait énormément de tests. Et donne beaucoup plus de responsabilité, ce que Regragui ne faisait pas. Je pense que oui, il y aura bien évidemment les titulaires qui ont toujours été là. Bien évidemment, on va pas mettre un Hakimi sur le banc. Mais, mais je vois qu'il y a quand même beaucoup de tests qui ont été faits. Maintenant, avec ces deux matchs amicaux qui ont été choisis, dont la Norvège et le Salvador, on a hâte de voir cette liste. Mais il fait confiance aux jeunes et le Maroc a des très bons jeunes. Et je pense que Wahabi arrivera à faire vraiment cette complémentarité entre la jeunesse, les joueurs de milieu d'âge, ainsi que les joueurs d'expérience. J'ai confiance là-dessus. Oui, oui, parce que tu parlais qu'aujourd'hui, peut-être, on est la meilleure génération, on assiste à la meilleure génération du football marocain. Presque un peu dans les deux sens, aussi bien actuel, avec des joueurs qui sont actuellement dans leur prime, dans la force de l'âge, même qui jouent dans des très très gros clubs. Je pense notamment à Hakimi, à Brahim Diaz pour les noms les plus connus. Mais il y a aussi quelques jeunes qui toquent à la porte. Donc il y a de l'effectif à court terme, à moyen terme, voire même presque à long terme. C'est plus ça qui rend l'effectif du Maroc un peu deep, entre guillemets, avec des joueurs comme Yacine Bounou qui sont encore très bons. Alors, il a un début de trentaine, Yacine Bounou, c'est ça? Ouais, il a un bon 34, hein, je pense, hein. Oui, oui, c'est ça, mais pour un gardien, c'est un peu moins problématique peut-être que sur d'autres postes, oui. Oui, totalement, totalement. Mais tu le fais bien de le dire, on a vraiment ces trois axes avec vraiment, on a les joueurs qui devront s'en aller, comme Aguerd, je pense que ce sera sa dernière Coupe du Monde. On a Massina, ce sera pareil. Je pense aussi à Amrabat, même si peut-être, qui sait, il n'est pas très très vieux non plus. Mais on a des joueurs qui sont en milieu de carrière, comme Unai,
comme El Khannous, même si beaucoup le voient encore jeune, El Khannous a déjà une Coupe du Monde dans les jambes. El Nainaoui, qui est vraiment entre les deux, qui avec sa canne, qui va vivre sa première Coupe du Monde, si tout se Oui, passe bien, s'il n'y a pas de blessure. Et non, on a vraiment, on a de toutes les générations, on a, si le travail est bien fait au niveau du coaching et au niveau en interne, au niveau de la fédération, oui, on peut avoir une nouvelle équipe qui doit arriver avec des joueurs qui vont prendre de l'expérience, comme tous ces jeunes comme cité. On a aussi Aboudlal de Rennes. Et voilà, il faut tester, il faut leur donner de quoi manger. Bien évidemment, on ne demande pas ce que tu dirais indiscutable, bien évidemment, mais il faut préparer, bien évidemment, cette, cette nouvelle session pour ces jeunes joueurs, pour qu'ils puissent s'incorporer dans cette équipe et qu'il y ait toujours une continuité et qui sait, de devenir une très très grande équipe, pas non africaine, mais une très grande équipe du football mondial. Mhm. Parce que le Maroc, aujourd'hui, est dans le top 10 du classement FIFA, les exigences sont plus les mêmes qu'il y a 4 ans. Non, totalement, surtout même au niveau pas qu'au niveau de l'effectif, au niveau des autres catégories, au niveau du football féminin, le Maroc est totalement bien développé avec pardon, une finale de la CAN féminine. Au futsal, le Maroc est demi-finaliste de Coupe du Monde. Dans les autres catégories, que ce soit CAN U17, CAN U15, CAN U23 qui a été remporté, Coupe du Monde U20, le Maroc a un grand vivier de talent. Bien évidemment, c'est pas parce qu'une équipe gagne une CAN en U17 que tous ces joueurs vont finir titulaires du club ou vont avoir une grande carrière. C'est pas ce qu'on veut dire. Mais il y a du travail, bon travail qui est fait en interne, tout comme les infrastructures qui sont à disposition de notre équipe nationale sont incroyables et permettent d'attirer énormément de grands joueurs ou de futurs grands joueurs qui seraient binationaux et qui auraient tendance à vouloir choisir une équipe européenne. On a maintenant des arguments pour prendre de grands talents et enjoliver notre équipe nationale. Oui, comme tu dis, l'environnement de travail fait que il y a une espèce de bonne harmonie. Si ça bosse bien, ça convainc les binationaux, il y a des meilleurs résultats qui convainc encore plus. Et j'ai l'impression que, comme tu disais, aussi bien structurellement que dans d'autres catégories, rien n'est laissé à l'abandon, ce qui permet une certaine continuité. Et je pense que le Maroc devient aujourd'hui un rôle modèle, même au-delà de l'Afrique. Ah oui, non, non, totalement. En tout cas, on a vu l'avant-l'après pour les garçons de ma génération. On a vu l'avant où c'était très compliqué, où les bons joueurs n'étaient pas sélectionnés, où on devait faire. On savait que dès qu'il y avait un binational marocain, il ne prendrait jamais le Maroc. On a vu cette évolution. On a vu bah, la reprise par Lerja, notre président, qui a fait énormément de bon boulot. On a aussi le soutien de notre roi au niveau du football marocain. Donc oui, le Maroc, pour moi, surpasse énormément d'équipes africaines. C'est pas quasiment toutes. Au niveau, je parle de l'institution, bien évidemment, hein, mais aussi au niveau européen, au niveau américain, enfin au niveau mondial, le Maroc est une référence. Je ne le dis pas en tant que Marocain. Voilà, la majorité des gens avec qui on va discuter, vont voir le Maroc comme une grosse équipe. Rien que la vitrine de la demi-finale a été de bon augure pour le Maroc. Cette CAN, qui a été une grosse organisation pour le football africain, mais oui, le Maroc met tout en œuvre et on le voit au niveau des binationaux. Ziyech qui a délaissé les Pays-Bas pour le Maroc. Brahim Diaz qui délaisse l'Espagne pour le Maroc. Hakimi, pareil. Il y a encore la France qui arrive à être au-dessus, je pense, au niveau des talents. La minimale, malheureusement, qu'on n'a pas réussi à avoir. Mais dans la grande majorité, par exemple, la Belgique ne sait plus rivaliser avec le Maroc. Au lieu que Fellaini et Chadli étaient côté belge, même si voilà, il y a une histoire particulière. Mais voilà, ces grands talents avaient choisi la Belgique et non le Maroc. Maintenant, comme Talbi, la discussion, bah voilà, il n'y a plus aucune discussion à ce niveau-là. Ouais, je pensais au Gatalbi quand tu parlais. Ouais, vas-y. Par rapport, est-ce que on a pu voir, il n'y a que 2 matchs et comme tu disais, il a fait tourner. Est-ce que Wabi a un schéma tactique déjà défini ou tu sens qu'il tâtonne encore? Bah, il a l'air de se baser sur le 4-3-3, ce qui réussit au mieux au football marocain, c'est la compo la plus facile. Il a l'air d'utiliser énormément ses latéraux. Il est dans l'âge du football moderne, honnêtement. Il est à la page. Euh, Son 4-3-3 est très bon. Juste, on n'a pas compris le test de Saibari en numéro 9. Il a peut-être vu des choses qu'on n'avait pas vues à l'entraînement. Il a vu que ça n'a pas été. Il a changé. Il doit encore bosser au niveau de ses ailiers, voir qui serait titulaire ou non. Bah, évidemment, Brahim Diaz est un titulaire indiscutable pour le moment. Hakimi avec, Mazraoui, même si Hadine est très très bon aussi. Yassine Bounou. En défense centrale, il essaye de regarder avec ses blessés. Au niveau des jeunes, tout comme Chadiriat qui revient d'un an de blessure, est-ce qu'il peut assumer un tel rôle avec Issa Diop à ses côtés? Le milieu de terrain est déjà dessiné avec El Anaoui, Ounaï, El Khannous, même si Amrabat revient bien, et je pense aussi qu'il peut être titulaire. Donc voilà, il y a tellement de joueurs, je ne sais même pas par qui choisir. Alors, on va dire la seule grosse interrogation, ça va être qui va être le numéro 9 du Maroc. C'est ça la plus grosse interrogation. Tu m'as trouvé une bonne transition. J'ai envie que tu me dises,
Ce serait quoi ton joueur à suivre? Un joueur, t'as envie d'éveiller la curiosité ou de toi, dont toi-même tu es curieux pour cette Coupe du Monde? Pour cette coupe du monde, ah, c'est une très bonne question. Bah, le classique, c'est Jessim Yassine, hein, parce qu'il est très très bon et avec Strasbourg, il éclore de tous les côtés. Mais moi, je maintiens El Hilali de l'Espagnol de Barcelone. Il mérite énormément de visibilité. Il mérite une place au sein de cette équipe nationale. Je ne demande pas titulaire, hein, mais pour moi, il mérite d'être sélectionné. Et on a Begdawi, il me semble, l'attaquant dans le championnat portugais, qui a 19 réalisations, qui est pas rien, qui est en plus dans une petite équipe comme Estrali de Praia, pardon si je m'exprime mal sur Estoril, le je nom. crois. Pardon? Estoril de Praia. Et voilà, Estrali de Praia, merci pour l'aide. Mais voilà, je pense que oui, ce sera l'une des plus grosses surprises et on a hâte de voir si oui ou non il sera sélectionné, mais la place de numéro 9 est libre pour un réel titulaire. Il est performant dans un grand championnat. J'ai hâte de voir cela. Mhm. Donc le Maroc est dans la poule C avec le Brésil, l'Écosse et Haïti. Une poule qui est vue comme une poule, peut-être la poule la plus relevée de ce premier tour, avec un Brésil qui est peut-être, avec beaucoup d'interrogations, une Écosse qui revient et une Haïti qui semble un peu en dessous du lot. Ce serait quoi ton prono pour le Maroc? Parce que j'entends beaucoup de Marocains, soit sur les réseaux sociaux, dire il y a un monde où la première place est possible. C'est quoi ton avis à toi? Bah, ça se tient parce que le Brésil n'est pas en forme. C'est vrai que oui, le Brésil n'est pas impressionnant pour le moment, avec tout le respect qu'on a pour le Brésil, mais ça reste le Brésil. Et c'est comme j'aime souvent le rappeler, le Brésil, dans les phases de poule, ça se foire jamais. Il faut dire les termes. Le Brésil, oui, peut foirer sa Coupe du Monde à partir des phases finales, mais dans les poules, tout se passe toujours bien pour eux. Donc oui, si on joue, le nul est possible, la victoire est possible, mais la défaite aussi est envisageable. Ils ont des armes qui pourraient nous faire mal. Ils ont du Rafinha, du Vinicius, je ne sais pas si vous vous rendez compte, du Marquinhos en défense centrale. Enfin voilà, ils ont des deux top gardiens, que ce soit Alisson ou Ederson. Ils ont une très très grande équipe. Donc le Brésil reste le Brésil. Ils sont favoris dans cette poule. Ils ont 5 Coupes du Monde. Ils ont l'habitude de toutes les Coupes du Monde. Oui, le Maroc a fait un meilleur parcours que sur la dernière qualification en Coupe du Monde. Mais oui, le Maroc a toutes les armes pour passer. Mais le Brésil reste favori. Il faut quand même rester modeste à ce niveau-là. Après, l'Écosse a fait un très beau parcours. Si je ne me trompe pas, ils se qualifient directement. Ils passent même pas par les barrages, il me semble. Avec un super but à la dernière seconde, il me semble. Et, Haïti, équipe surprise, à prendre au sérieux. Je pense que si on les prend au sérieux, tout devrait bien se passer. Mais ça peut être une équipe piège, dans le sens où si on les sous-estime et on ne les prend pas au sérieux comme équipe professionnelle de football, ça pourrait se payer cash. Mais oui, le Maroc a toutes ses chances pour être deuxième au grand minimum. Et qui sait, peut-être aller chercher une surprise aussi. Mhm. Et toi, ton objectif, à partir de quel palier tu serais satisfait? Au vu du nouveau format, j'estime que le Maroc devrait atteindre les quarts de finale de Coupe du Monde. Ce serait mon objectif personnel. Je ne vais pas être trop gourmand à redemander une demi-finale, mais avec tout le travail fait en interne, avec toutes les hécatombes, et je trouve toute l'expérience acquise malgré cette CAN perdue, et surtout cette Coupe du Monde 2022 et la CAN 2023, le Maroc est capable d'aller en quart de finale de Coupe du Monde. Ce serait mon objectif personnel. Mhm. Pour toi, le Maroc a l'effectif pour atteindre ce seuil. Oui, oui, totalement. Même les demi-finales, on n'y est pas à l'abri, hein. Ça dépend, tout dépend aussi du parcours, bien évidemment. Je serais moins serein si on est face à une France ou une Espagne. Mais quand je regarde les autres équipes, il y a beaucoup d'équipes que je n'ai pas honte de dire que le Maroc peut les regarder dans les yeux. Je ne dis pas que le Maroc va les écraser, loin de là. Mais le Maroc peut rivaliser. Le Maroc est huitième au classement FIFA et ce n'est pas pour rien. Mhm. C'est vrai. Bon, ambitieux, mais pas au point de réussir reproduire le seuil de 2022. On l'espère, pourquoi pas, hein, écoute. Je te remercie pour m'avoir accordé du temps pour cette interview. Je te laisse le mot de la fin. Tu as carte blanche pour t'exprimer. Bah écoute, merci à toi. Bah écoute, pour le mot de la fin, bien évidemment, Allah al-Watan el-Malik, Dieu, la patrie et le roi. Mais surtout, profitez, mes frères, profitez de ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Oui, cette canne, c'était une catastrophe, mais profitez, parce que vous savez pas ce que c'est, les gars, de perdre contre le Gabon, l'Ouganda, la Tanzanie. Enfin voilà, voir toutes les équipes évoluer et vous ne rien avoir pendant 20 ans. Profitez, parce que ce qu'on vit là, c'est pas un rêve bleu, c'est un rêve rouge et vert. Sur ces belles paroles et, je dirais pas nostalgie, mais comment je pourrais dire?
se remémorer des mauvais moments quand on profite du bon, ça permet de encore mieux savourer, c'est ça? Bah, quand tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas, hein. C'est vrai, c'est vrai. Je te remercie encore pour cette interview. Je te souhaite une bonne fin de journée. C'est moi qui te remercie, hein, au top en tout cas. Bonne continuation. Merci, bonne continuation à toi aussi. Au revoir. 4 ans avant de recevoir sur leur terre la Coupe du Monde, le Maroc a l'ambition de montrer que leur place dans le top 10 du classement FIFA n'est pas usurpée. Dans ce groupe relevé mais ouvert, les coéquipiers de Hakimi voudront montrer qu'ils sont une nation sur laquelle il faut compter. Ciao!